Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le cas de l'épisode 6 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. La fin de saison approche à grands pas et il ne reste d'ailleurs plus que 2 épisodes avant la conclusion de cette saison 2. Pour l'instant, à part les intrigues de Númenor et celle de Rhûn avec les Hobbits, on a toutes les autres histoires qui vont petit à petit coïncider et se rejoindre dans la région de Eregion. Ça va être l'occasion peut-être dans les prochains épisodes d'avoir affaire à une grande bataille, je l'espère en tout cas, parce que malheureusement cet épisode m'a un petit peu déçu quand même si je vais relativiser parce que effectivement c'est très bien d'apporter de la nuance avec cette série. J'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode, mais vous allez voir qu'il y a quand même des détails qui m'ont chagriné. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en plusieurs temps. Tout d'abord une première partie qui sera plutôt globale et sans trop rentrer dans le détail, et enfin une deuxième partie qui va se centrer beaucoup plus sur l'analyse de l'épisode en tant que tel. Malheureusement, pas de partie spoil dans cette vidéo, j'ai pas trouvé d'éléments suffisamment intéressants pour pouvoir souligner certains aspects à venir dans le futur de cette série, donc vous m'excuserez, pas de partie spoil pour cette vidéo. On commence tout d'abord par mon avis général. C'était un épisode que j'ai trouvé assez agréable mine de rien, avec quelques éléments qui m'ont déçu et d'autres qui m'ont plutôt plu, c'est-à-dire qu'il fait la transition entre la première partie de saison et la fin avec la grosse bataille à venir. C'est une transition qui est inégale parce que par moment on a quand même une baisse de rythme qui fait que on est un petit peu coupé dans l'élan à travers cet épisode, et c'est assez dommage parce que des fois tu as quand même des intrigues qui sont très bonnes et qui sont vraiment réussies et intéressantes et qui te captivent suffisamment, et de suite après on enchaîne avec des intrigues qui sont pas forcément très intéressantes et qui viennent casser le rythme. C'est un petit peu dommage, mais c'est aussi ça peut-être le souci de cet épisode, c'est que il y a beaucoup de choses à travers cet épisode alors qu'avant il y avait un petit peu une sorte de découpage qui faisait qu'on ne s'intéressait pas à tous les personnages. Là pour la première fois c'est quand même le cas et on a un épisode qui essaye de centraliser pas mal de points de vue. C'est un très bon point, mais par moments aussi on a ce sentiment, comme je vous ai dit, de rythme assez inégal. Clairement dans cet épisode il y a une intrigue qui m'a fasciné, c'était déjà le cas avec l'épisode précédent que j'avais plutôt assez bien apprécié. Là c'est encore une fois l'intrigue de Númenor que je trouve très réussie et vraiment captivante, avec de bons aspects et des choses vraiment très importantes pour le futur, à tel point que je suis même très surpris d'apprécier autant ces parties d'épisodes, donc c'est quelque chose aussi d'assez important pour le souligner. A l'inverse, d'autres parties que j'appréciais en début de saison, là je commence un petit peu à en avoir marre, notamment les intrigues entre Celebrimbor et Anatar que je trouve assez redondantes dans cet épisode, et j'espère quand même que le prochain épisode nous donnera un petit peu des éléments de réponse à ce niveau-là et peut-être changer et passer définitivement à autre chose, ce qui permettra, je l'espère, de délaisser complètement cette intrigue des Anneaux de Pouvoir qui est pour moi foirée du début à la fin, pour se centrer sur d'autres aspects et intrigues qui pour le coup me paraissent beaucoup plus intéressantes, à l'image de ce que je vous ai dit à propos de Númenor et possiblement aussi les nains de Khazad-dûm qui commencent petit à petit à avoir des éléments vraiment très importants et même assez intéressants. Comme pour l'épisode précédent, c'est un énième épisode de transition, ça fait pratiquement depuis un épisode qu'ils sont devant la forteresse, mais c'est normal, il faut qu'ils s'installent, qu'ils commencent à monter les catapultes et les différents engins de siège pour attaquer la forteresse d'Ost en Edil. Globalement ça reste sympa à suivre, mais quand on creuse un petit peu et quand on connaît les livres, il y a quand même des grosses fragilités à travers cette série, mais c'est une fragilité plutôt structurelle de la saison et même du script, hein. C'est pas forcément inhérent à cet épisode, donc c'est quand même intéressant de le souligner à ce niveau-là. On enchaîne avec la partie analyse de l'épisode où on commence tout d'abord avec Arondir, l'elfe qu'on avait quitté dans l'épisode 4, qui cette fois-ci commence à courir directement après les orques, et ce que j'ai apprécié, et je sais d'avance que je vais me faire défoncer en disant ça, c'est que on voit des orques qui abandonnent le camp de Hadar et qui semblent peut-être retourner vers le Mordor, qui savent quand un combat est perdu d'avance, et c'était intéressant quand même de nous montrer tout cela et de mettre en avant le fait que les orques ils ont une espèce de petite conscience quand même, parce que certes ce sont des monstres et des créatures qui sont assoiffés de sang et qui sont tellement pervertis que leur visage est littéralement aussi ténébreux que leur cœur, donc effectivement ça peut perturber certains de se dire que des orques préfèrent quitter le champ de bataille plutôt que de se battre. Je trouve que c'est pas mal d'apporter un petit peu de nuance à ce niveau-là et de montrer que les orques peuvent faire preuve de sentiments, un sentiment entre guillemets de lâcheté où ils veulent juste garder la vie sauve, mais après tout n'importe quelle créature veut garder la vie sauve, hein. Tu as une meute de loups qui t'attaque, tu tues un loup, il y a de fortes chances que tous les autres se barrent en courant, hein. En plus c'est une scène très courte qui ne va pas pour autant dénaturer les orques, et je pense aussi qu'à la fin de l'épisode on commence à avoir ce sentiment là qui va émerger, notamment avec le personnage de Glug qui commence peut-être un petit peu à douter des capacités de commandement de son chef Hadar, et possiblement qui sait une future trahison à ce niveau-là, parce que déjà Glug au tout début de la saison il disait à Hadar qu'il n'y avait pas forcément un
d'intérêt à aller quitter le Mordor pour aller suivre éventuellement Sauron. Pour eux, ils avaient trouvé un foyer et ils s'en référaient à son père Adar. Donc là aussi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là et si nous allons avoir peut-être dans le futur des orques qui seront amenés à se retourner contre leur propre maître. Ça pourrait apporter un petit peu de piquant à cette histoire des orques et pour le coup, je vous avoue, ça ne me déplaît pas, au contraire. Pour la partie de Celebrimbor et Anatar, d'habitude, j'adore ces parties parce que elles sont assez intéressantes du point de vue de l'histoire, même s'il y a des petits problèmes que j'ai déjà soulignés dans les précédents épisodes. Et bien là, je pense que j'étais assez quand même déçu par cela parce que je commence à avoir un petit peu un schéma de répétition qui s'installe. Et c'est un peu normal parce qu'on voit qu'il y a tout un schéma narratif qui se répète à travers la forge des différents anneaux, les tests avec les anneaux mineurs et le fait qu'il n'y arrive pas. Et Anatar, on commence aussi à voir les limites de son pouvoir et le fait que Celebrimbor de plus en plus est isolé par les autres personnages et c'est voulu de la part d'Anatar pour essayer justement d'en faire le plus possible son pantin, mais on sent aussi quand même que le personnage est dans une situation assez précaire, que Celebrimbor est agacé, que Anatar est aussi agacé à tel point qu'ils vont s'affronter à un moment. Ça me déçoit quand même parce que j'aurais préféré que Celebrimbor forge les anneaux sans trop de difficultés, mais ça je l'ai déjà souligné dans l'épisode précédent, donc c'est aussi un problème inhérent à cette saison malheureusement. On voit aussi toutes les manipulations d'Anatar et en particulier le fait d'orienter les elfes vers des fausses pistes, notamment avec les orques qui commencent à faire le siège devant la forteresse d'Ost-in-the-Hedil. On sent que le pouvoir d'Anatar commence petit à petit à être perdu et qu'il ne pourra pas maintenir l'illusion plus d'un épisode. À mon sens, je pense que l'épisode 7, ça va être vraiment là qu'il y aura une grosse prise de conscience du point de vue de tous les personnages et qu'on va vraiment comprendre la duperie d'Anatar qui était en réalité Sauron. Et ce qui m'a quand même déçu, c'est que Celebrimbor, il ne remet rien en question. Il ne va pas essayer un petit peu de voir plus loin, mais ça fait partie effectivement de la manipulation de Sauron. Mais la manipulation, pour moi, elle ne fonctionne quand même pas trop, même si c'était intéressant de voir quand même tout cet aspect de manipulation visuelle avec cette illusion et le fait que Anatar va complètement embrumer l'esprit de Celebrimbor avec cette vision où il lui fait croire que en fait tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pas du tout. On sait que Sauron est un personnage qui est capable de manipuler, de faire voir des fantômes, avoir des sortes d'hallucinations visuelles à certains personnages, donc c'est pas totalement incohérent par rapport à la description du personnage dans les livres, mais je trouve quand même qu'il y a des limites à cela et que c'est un petit peu dommage que le personnage de Celebrimbor ne soit pas un petit peu plus nuancé à ce niveau-là et qu'il tombe beaucoup trop facilement dans les pièges tendus par Anatar. Mais là je pense que j'ai atteint un petit peu un point de non-retour avec cette histoire des anneaux de pouvoir, mais c'est pas très grave, on est plus trop à ça près. Vivement qu'on ait un épisode de bataille, là je vous avoue, je commence un petit peu à me languir d'affrontements entre les orques et les elfes. Pour ce qui est des nains, l'histoire prend un nouveau tournant. Désormais, l'exploitation des mines de Khazad-dûm est totale et c'est vraiment très bien aussi de montrer cela. Comme je l'ai dit précédemment, le rythme est volontairement accéléré pour faciliter un petit peu l'avancée du script. C'est pas pour me déplaire, même si j'aurais préféré, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, quelque chose de beaucoup plus graduel pour la montée en puissance de la domination de l'anneau des nains sur l'esprit du roi Durin III. C'est pas mal non plus d'avoir montré que Anatar n'arrive pas lui-même à faire entendre raison au roi des nains et qu'il repart bredouille de Khazad-dûm. Alors effectivement, juste avant, il dit qu'il veut du mithril, mais il n'arrive pas à avoir ce matériau, même s'il donne du mithril directement à Celebrimbor un peu plus tard. Je pense que pour moi ce mithril c'est pas du vrai, c'est un peu du faux et qu'il a en fait utilisé son propre sang pour faire croire que c'est du mithril. Il est capable de faire des illusions et de montrer des choses, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi les anneaux des hommes sont aussi corrompus, c'est parce qu'en fait c'était vraiment du sang de Anatar Sauron directement dedans comme alliage, donc c'est pas mal aussi de montrer cela. Par contre là où j'ai trouvé que l'histoire de Anatar et du roi elle allait un petit peu trop loin à mon sens, c'est que à un moment, il va regarder dans le feu, dans le brasier, et il va voir directement le Balrog. Alors là, je me suis dit, oh putain, il a vu le Balrog, donc ça veut dire qu'il a compris qu'il y a le démon. Et là, j'ai commencé vraiment à me projeter et à me dire, mais attends, s'il a vu le Balrog, ça veut dire qu'il sait, donc il y a moyen qu'il l'utilise pour se réveiller, donc c'est de sa faute. Ou alors il sait que les nains vont creuser et que ça va être ça, et là, j'ai commencé vraiment à trop anticiper. J'espère vraiment qu'il a juste vu le Balrog et que c'est pas plus. Si vraiment c'est lui qui réveille le Balrog, là par contre je vais péter un plomb, donc voilà. On va rester calme, je vais pas m'énerver. Il a vu le Balrog.
c'est tout. On verra ce qu'ils en font dans le futur avec cette histoire. Et petit aspect assez nouveau que j'ai trouvé plutôt bien avec l'histoire de Durin 3, c'est que il va refuser de donner du mithril, mais pour une raison très particulière, c'est que il sait qu'il y a la guerre en Terre du Milieu, et pour lui, avoir une armure et une arme en mithril, c'est une arme incroyable, donc il va faire monter les enchères, c'est-à-dire que peu importe qui viendra lui demander ce métal précieux, au final, il le donnera au plus offrant, et lui, l'objectif, c'est d'en tirer le meilleur prix possible, et surtout, avoir le plus de richesse à ce niveau-là. Donc on voit vraiment que, au-delà même de l'aspect de perversion de l'esprit du roi, avec le fait de vouloir avoir le plus de richesse et ne rien donner, on voit qu'il y a aussi tout le côté un petit peu capitaliste des nains et le fait qu'ils veulent amasser le plus de richesse et optimiser ces richesses. Donc c'est intéressant aussi de voir que l'anneau, il a aussi ce côté pervers sur l'esprit du roi. Et cet aspect est tellement mis en avant que de l'autre côté, on vient contrebalancer avec son fils Durin, qui quant à lui est un personnage beaucoup plus humain à mon sens, et qui comprend que son père est complètement embrumé par l'esprit de l'anneau, à tel point qu'il va pleurer un moment et qu'il va accepter de mettre à mal ses entreprises d'exploitation des mines de Khazad-dûm. Donc j'ai trouvé aussi que ce revirement de situation de Durin et le fait que, en tant que prince héritier, il a compris que son père perdait la raison, c'était quelque chose d'assez intéressant, une rupture entre le fils et le père à ce niveau-là, et j'espère que dans le futur, peut-être que Durin va mener une sorte de rébellion contre son propre père pour essayer de faire changer la donne. Je doute que ça fonctionne, mais sait-on jamais, avec cette série, on n'est pas à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Quant à l'histoire de Galadriel et Hadar, j'ai adoré, mais j'ai autant détesté certaines choses. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé certaines choses, et tout d'abord pourquoi j'ai apprécié. Déjà, ce que j'ai aimé dans cette rencontre entre Galadriel et Hadar, c'est que il y avait un rapport de force assez intéressant entre les deux personnages, notamment le fait qu'ils vont dîner ensemble, même si Galadriel ne touche à rien. Les deux personnages vont aussi un petit peu expliquer leur relation et leur propre histoire vis-à-vis de Sauron, et j'ai trouvé que c'était bien de nous montrer cela, notamment le fait que Galadriel, elle est limite gênée parce qu'elle regarde comme ça, elle ose pas trop le regarder, alors que Hadar, il va directement lui dire « Oui, mais vous savez, il s'immisce dans notre esprit, il arrive à nous empoisonner et à nous manipuler, et c'est comme ça qu'il arrive à faire de nous ses pantins. » Et j'ai trouvé que c'était très bien vu de montrer que il a compris toutes les machinations de Sauron, et il a compris aussi que Galadriel s'était fait avoir. Et c'est comme ça qu'il a déduit que Halbrand, en fait, c'était Sauron, parce qu'elle fuyait son regard et qu'elle refusait vraiment de l'admettre, donc c'était quelque chose d'assez intéressant, et la déduction ne me paraît pas totalement incohérente à ce niveau-là, bien au contraire. Ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est que Hadar, il va proposer directement d'unir différentes reliques, c'est-à-dire les anneaux des elfes avec la couronne de Morgoth, pour justement essayer d'avoir une nouvelle relique et un objet de pouvoir absolument incroyable pour contrer la magie de Sauron. Donc il y a aussi une sorte de déduction qui se fait, et c'était bien vu parce que j'adore le personnage de Hadar qui est totalement pour le coup inventé par la série, et pour moi le changement d'acteur était peut-être un futur problème parce que j'adore l'acteur qui jouait Hadar dans la saison 1, là on a l'acteur Sam Hazeldine qui est vraiment excellent dans le rôle de Hadar et qui va encore plus loin, donc il y a toute cette continuité à ce niveau-là et c'était vraiment plaisant à regarder. Par contre, gros problème que j'ai avec cette séquence, ou même d'autres séquences entre Galadriel et Hadar, c'est que à un moment, Galadriel, dans le repas, elle va se lever et elle va dire à Hadar « Oui, mais en fait, Sauron, il est en train de forger des anneaux. » Mais comment elle le sait ? Comment elle sait qu'il est en train de forger des anneaux? Personne n'a parlé de la forge de nouveaux anneaux. Galadriel ne peut pas être au courant de la forge des anneaux de pouvoir. C'est pour moi un gros problème. Quand elle a dit ça à Hadar, j'ai vraiment eu un moment de recul en mode « Attends, comment elle sait ?» Là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Autre chose que j'ai trouvé assez problématique, c'est qu'elle va dire à Hadar « Il faut s'allier pour vaincre Sauron ». Jusque-là, très bien. Un peu plus tard, quand Hadar lui montre qu'il y a une armée entière d'orques, elle s'énerve et là, elle va lui dire « Vous êtes tombé dans le piège !» Et j'avais envie de dire « Mais là, il y a un gros problème parce que c'est elle qui a souligné le fait qu'il fallait s'allier avec Hadar pour affronter Sauron. Et quand elle voit que Hadar a une armée entière devant les portes de l'Eregion, là, elle fait demi-tour et elle dit « Non, vous êtes tombé dans le piège, ne tombez pas dans le piège !» Mais pourquoi tu lui as dit qu'il fallait vaincre Sauron? Donc double problème, la Forge des Anneaux elle est au courant et elle refuse de s'allier avec Hadar alors qu'elle voulait s'allier à Hadar parce qu'elle a vu qu'il y avait une grosse armée. Ça n'a aucun sens malheureusement et c'est vraiment dommage parce que j'adorais les séquences entre Galadriel et Hadar, il y avait vraiment
un truc qui se dégageait de ces séquences, et en plus il y a des très bonnes thématiques. Hadar, il va dire oui, je veux bien m'allier à vous pour vaincre Sauron, mais par contre derrière, qu'est-ce que vous allez faire avec le Mordor? Est-ce que vous allez m'attaquer? C'est très judicieux et c'est juste de poser cette problématique là. En plus, il y a Glug juste derrière qui va voir Hadar qui est en train de s'embrouiller limite avec Galadriel, et on sous-entend à travers son attitude qu'il est peut-être en train de douter, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de instaurer le doute dans le futur de ce personnage et possiblement peut-être une trahison d'Hadar, donc il y a des bonnes choses. Mais par contre, tout cela vient d'être gâché par l'histoire de Galadriel qui est au courant des anneaux et qui fait demi-tour alors qu'elle voit une armée. C'est problématique et c'est ça qui est assez dommage quand même. Ou alors, autre interprétation, j'ai rien compris, elle a vu en vision qu'il y avait des anneaux de pouvoir, ce qui est possible, j'ai pas le souvenir que dans des visions elle soit au courant qu'il y ait des anneaux de pouvoir. C'est ça aussi qui me chagrine un petit peu, c'est que cette série, j'ai l'impression, elle part très certainement du principe que tous les personnages sont au courant de tout. Et malheureusement non, certains personnages ignorent des choses et ils ne devraient pas savoir certaines choses. Pour l'histoire des Hobbits et de l'étranger, malheureusement les Hobbits c'est pas ce qui m'intéresse et il n'y a pas grand chose à en tirer dans cet épisode. En revanche, l'étranger, il y a beaucoup d'éléments à travers cet épisode et notamment sa relation qu'il commence à tisser avec le personnage de Tom Bombadil. Et là je vous avoue, quand ça parle de feu sacré et qu'il y a des phrases limite on dirait Ian McKellen, Gandalf qui les balance, il y a très peu de doutes sur le futur comme quoi ce personnage qui est l'étranger va devenir Gandalf. C'est pas totalement incohérent par rapport au livre parce que dans les livres, Gandalf, il y a une version dans les contes et légendes inachevées où il arrive avec les mages bleus et d'autres personnages au deuxième âge. Donc possiblement que Amazon a utilisé cette variante de l'histoire pour raccorder les morceaux, mais sous-entendre quand même que ce personnage de l'étranger n'est pas encore Gandalf. Il y a des signes qu'on t'envoie dans la figure qui sont énormes, à tel point que tu peux pas les louper, limite il y a marqué Gandalf sur son front, et pour moi ça ne fait quasiment aucun doute, ce personnage de l'étranger, il y a de très fortes chances que ça soit Gandalf, d'autant plus que maintenant Tom Bombadil, après le fait d'avoir parlé du feu sacré et d'avoir dit carrément des phrases que dit Gandalf plus tard, il va aussi l'initier et lui montrer un petit peu certains aspects de la magie, et possiblement aussi lui montrer comment trouver son bâton. Donc je pense que dans les prochains épisodes on va avoir l'affrontement entre le mage noir et l'étranger, et possiblement aussi peut-être la révélation comme quoi ce personnage n'est autre que le futur Olorin aka Gandalf. Et enfin, avant de conclure, il y a toute l'histoire autour de Númenor, et là pour le coup j'étais vraiment captivé, j'ai adoré l'histoire, c'était super avec de très bonnes thématiques, notamment le fait que on a tout d'abord le jugement devant les seigneurs et le fait que Elendil accepte de se repentir mais qu'il refuse de prêter serment à Pharazôn. Ça montre aussi que le personnage est quelqu'un de fidèle et qu'il refuse d'aller vers l'injustice. Pour moi c'est quelque chose d'assez important parce que ce personnage est quand même quelqu'un d'assez droit, de juste et qui est fidèle à sa parole, des qualités qui qualifient vraiment le personnage d'Elendil et encore plus le futur personnage d'Aragorn. Sa fille, là peut-être j'avais un petit problème, c'est-à-dire que elle qui n'arrêtait pas de le critiquer et de dire que Myriel elle était la cause de tous ces maux et qu'elle était un petit peu la cause aussi de la mort de son frère Isildur, là pour le coup j'ai pas trop compris pourquoi elle décide d'emmener la reine Myriel, peut-être aussi parce que Eärniel, la fille d'Elendil, elle a encore tous ces sentiments d'affection pour son père et qu'elle a envie de le sauver, et c'est peut-être pour cela qu'elle fait un petit peu le choix d'aller vers Myriel et d'apporter Myriel auprès d'Elendil pour essayer de le faire changer d'avis. J'ai trouvé que c'était une très belle scène et qu'il y avait aussi des belles thématiques, peut-être aussi une sorte de pseudo-rédemption du personnage d'Eärniel qui commence à comprendre que le camp de Pharazôn n'est peut-être pas le meilleur camp à suivre. Et ensuite, il y a toute cette séquence du jugement des Valar, et ce que j'ai vraiment adoré dans cette séquence, c'est que lorsque Myriel se propose en remplacement d'Elendil, Pharazôn ne va surtout pas s'y opposer, parce que pour lui, c'est limite un cadeau inespéré. Il y a la reine Myriel qui se propose limite en sacrifice, et pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'elle ne va pas s'en sortir, et c'est l'occasion rêvée de se débarrasser de Myriel et de couper directement la tête pensante de ce mouvement. Donc pour lui c'était judicieux et totalement en adéquation d'accepter le fait que Myriel se porte candidate à la place d'Elendil. La séquence en elle-même était plutôt sympa et qu'on a aussi tout le modèle aquatique avec le Léviathan et le Kraken qui sont des thématiques assez chères à Tolkien, et tous les thèmes aquatiques sont directement liés à l'inspiration de J.R.R. Tolkien pour avoir créé Númenor, je vous le donne en mille, c'est le royaume mythique de l'Atlantide, donc il y a
aussi toutes ces thématiques qui sont très intéressantes, d'autant plus que juste après que Myriel soit sauvée, elle est acclamée en tant que Tar Myriel, donc là aussi encore une fois, la foule qui va consacrer un personnage grâce à des exploits un peu divins et qui touche au domaine de la divination de ce personnage, et en opposition on a Pharasson qui est totalement frustré et énervé, à tel point qu'il va aller toucher le Palantir et qu'il va avoir une vision, pas des moindres, une vision où il apprend que Halbrand était en réalité Sauron, ce qui risque très certainement de conditionner le personnage pour le futur de son histoire. Donc l'histoire de Númenor pour moi c'est un gros plus, autant sur la saison 1 et les précédents épisodes, mis à part le 5e de la saison 2, j'étais pas forcément très emballé, là pour le coup je commence vraiment à voir quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse vraiment. Donc c'est suffisant pour que j'en parle et que je mette en avant les qualités de cette intrigue, c'est la moindre des choses quand même. En conclusion, ce que je peux dire avec cet épisode 6, c'est que je l'ai trouvé vraiment agréable, avec des bonnes choses, des thématiques intéressantes, mais encore une fois je vais quand même être obligé de nuancer parce que j'ai quand même des gros problèmes structurels avec cette série. On a toute l'intrigue de Númenor qui dévoile réellement son potentiel et c'est quelque chose d'incroyable dans cet épisode, j'ai adoré. J'espère qu'on ne va pas avoir un pétard mouillé à ce niveau-là et que au contraire l'intrigue de Númenor va se concrétiser vers quelque chose d'exceptionnel et de génial. L'intrigue d'Anatar et de Celebrimbor, malheureusement je décroche complètement parce que je n'arrive plus à rentrer dedans et j'espère vraiment que la bataille qu'on nous vend et qu'on nous propose en fin d'épisode va être génial dans les prochains épisodes. Les nains, eh bien je trouve que le chemin est intéressant. Petit bémol éventuel peut-être l'histoire du Balrog, on verra ce qu'ils vont en faire dans le futur. En attendant, c'est un épisode agréable avec, comme à chaque fois, ses qualités et ses défauts. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous l'avez adoré, vous l'avez détesté, ou au contraire est-ce que vous êtes un petit peu nuancé et contrebalancé comme moi, à tel point que vous avez envie d'y croire mais vous êtes un petit peu déçu par certains aspects? Dites-moi ce que vous en avez vraiment pensé car ça m'intéresse beaucoup. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses, je l'espère, avec beaucoup de batailles et de conflits à venir. Salut à tous!